c'est l'honneur des journalistes, des vrais journalistes, c'est-à-dire ce que les révolutionnaires appelaient les sentinelles du peuple, que de traquer ces intrigues, de les chercher, de les dénoncer, de les mettre au grand jour. Et ensuite, j'ai terminé par un doctorat en sciences politiques consacré à l'Allemagne. C'était ma thèse de doctorat de sciences politiques sous la direction d'Edmond Jouve, professeur à Paris 5, René Descartes. Et aussi ceux qui me traitent de complotiste, j'ai envie de dire, mais bon, d'abord, ce sont des fruits secs, ils produisent rien. Donc, ils sont toujours très forts pour critiquer. Je leur dis, mais réfléchissez, vous croyez que je m'amuserais à fabriquer des choses, à les inventer? Si c'était vraiment le cas, mais du plus belle lurette, j'aurais été poursuivi pour calomnie, tout ce que vous voulez, et c'est pas le cas parce que c'est vrai. Donc je demande à ces gens-là d'avoir quand même un minimum de bon sens, mais je crois que le bon sens se fait aussi rare que la nage au Sahara. We also learned that the percentage of Americans who believe that a secret power elite with a globalist agenda is conspiring to eventually rule the world through an authoritarian world government or new world order, that percentage is 28%. Vraiment, quand on parle de complot, c'est objectivement une manœuvre secrète contre l'intérêt général, en faveur de certains intérêts particuliers qui s'entendent entre eux en cachette, en douce, pour obtenir un avantage, un privilège. C'est la définition du complot. Et je trouve que l'ère du temps aujourd'hui, qui consiste, dès qu'on entend complot, dès qu'un citoyen ou un groupe de citoyens dénonce un agissement occulte, un complot, une série de chiens de garde se lèvent pour dénoncer les théoriciens du complot, comme si toute dénonciation de tout complot était une paranoïa, une maladie, une espèce de faiblesse de l'esprit qu'il faudrait déconsidérer. Mais ces gens-là croient-ils vraiment qu'il n'y a aucun complot nulle part? On est prié de croire que il n'y a plus de complot, les complots n'existent plus, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est des bisounours, les riches n'ont pas de projet. They're very arrogant, they can do whatever they want to do. We've given these people the authority to create money out of thin air. And through that device, they control everything. And if you want to win the battle to stop that, you have to deny them the ability to create money. It's only because they can make money that they have all this power. They literally have the money machines. They have the money machines. They can print it. They can do whatever they want to do. They own everything. Aaron, we take over pretty quick. If we were the guys that issued the money, everybody had to come give us real assets for the use of this money we just printed up. You know, people I tell people, why in the world does the American government borrow money from the banks when they have the ability to create it themselves without borrowing it and paying interest on it? Why? And nobody can answer that question. Tous ces livres-là, ça concerne la création monétaire. Tout ça, c'est la création monétaire. Donc, ça en fait une centaine de bouquins, quoi. Hein. Donc, je pense que sur la création monétaire, on a compris comment ça marche. Nulle part dans ces bouquins, on ne trouve la justification de cet abandon de la création monétaire aux banques privées. We're in the process right now of doing our review, and right, but you're the Inspector General. My question to you specifically is, do you know who received that $1 trillion plus that the Fed extended and put on its balance sheet since last September? Do you know the identity of the recipients? I do not know. We have not looked at that specific area at this particular point on those reviews. Ce que j'observe, si vous voulez, je recoupe ce qui se passe sur la Réserve fédérale, c'est qu'à l'époque de la création de la Réserve fédérale, en 1913, il n'y avait pas de dette. L'État américain n'était pas endetté. Et que du jour où l'État américain a consenti à chaque fois qu'il avait besoin de l'argent, à l'emprunter auprès de banquiers privés, depuis ce jour-là, la dette américaine ne fait que grandir. 15 000 milliards de dettes des Américains envers les banquiers de la Banque centrale américaine, 15 000 milliards de dettes, c'est absolument pas remboursable. Pour l'instant, ce que font les Américains, c'est qu'ils ne font que rembourser l'intérêt de cette dette. Il se trouve que l'intérêt de cette dette, le volume de l'intérêt de cette dette correspond très exactement, ou vraiment pratiquement, les ordres de grandeur sont les mêmes, à l'impôt sur le revenu. Et que l'impôt sur le revenu a été créé cette même année. Alors, je sais, c'est impossible de savoir si ça a été fait pour ça, mais tout se passe comme si ça avait été fait pour ça.
on dirait que les mêmes qui ont décidé de mettre l'État en coupe réglée, c'est-à-dire que quand l'État a besoin d'argent, il faut qu'il vienne me l'emprunter et qui me devra sur cet argent un intérêt. Et l'État donc va avoir besoin de ressources pour me payer cet intérêt. Donc on va organiser la même année, enfin on va organiser en même temps, il se trouve que c'est la même année, mais ça aurait pu être des années plus tard ou plus tôt, on s'en fiche, mais il faut arriver à organiser une ressource pour l'État pour qu'il puisse me payer cet intérêt à moi banquier. Et l'impôt sur le revenu, au début petit, parce que les gens ne voulaient pas l'impôt sur le revenu, c'était inconstitutionnel l'impôt sur le revenu, c'était inconstitutionnel. Et ils l'ont fait quand même. Et au début, il a dû être petit, puis progressivement, il est devenu de plus en plus important, de plus en plus important. En fait, il sert à financer. Si vous voulez, vous apercevez qu'au début, il n'y a pas de dette, il n'y a pas de déficit public, et puis progressivement, ça s'est passé la même chose en France depuis 1973. Hein. Il a évoqué un grand projet, un projet d'union économique et douanière entre les États-Unis et l'Europe. Bonsoir Maryse Burgot, vous êtes en direct à Washington. À quoi ressemblerait cette union Europe-États-Unis ? Eh bien, David, l'Amérique et l'Europe ensemble représentent la moitié de la richesse produite dans le monde. Alors, si ces deux entités réussissent à s'entendre, elles forment alors un bloc énorme. Alors, est-ce que c'est un fantasme? Eh bien, plus tout à fait, puisque Barack Obama et les dirigeants européens affichent leur volonté politique sur ce point. Alors, bien sûr, il y aura des réticences, il faudra des années avant de trouver un accord. Les Européens, par exemple, ne sont pas prêts d'accepter les OGM ou encore le poulet lavé à l'eau de Javel que l'on mange ici. Et donc c'est toujours amusant pour moi de voir nos pseudo-chercheurs, journalistes et tout ce que vous voulez s'étonner de la mise en place de ce marché transatlantique qui va quand même laminer la France, parce que c'est le monde anglo-saxon qui va avoir, comment dire, le dernier mot, de façon, j'allais dire, la formule latine primus inter pares, le monde anglo-saxon et le monde germanique. Nous, Français, on se fait laminer. Et de voir donc ces gens-là s'étonner, alors que la chose, elle existe depuis des années. D'ailleurs, j'ironisais sur la théorie du complot. Les imbéciles qui refusent de voir les faits, je leur demande s'ils sont curieux, mais c'est une qualité qu'ils n'ont pas, que les Cro-Magnons avaient. Hein, les hommes qui luttaient à l'époque, de manière dure, étaient curieux, ils tenaient le coup. Bon, ensuite, ils ont trouvé des gens plus curieux d'eux, que c'était l'homo sapiens qui a pris la suite. Mais ces imbéciles, parce qu'il n'y a pas de mots, mais bon, on ne méprise pas le vide, qui refusent de voir les faits, je leur dis, écoutez, ce marché transatlantique, tous les textes sont sur le site de la Commission européenne depuis des années. Déclaration transatlantique 1990, le nouvel agenda transatlantique 1995, le partenariat économique transatlantique 1998 et le dernier 2007, le CET, le Conseil économique transatlantique. Tout est décrit en long, en large, depuis des années. Bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi le rôle de la Fondation Bertelsmann, le rôle de la Pan-Europe dans l'histoire de l'Union Atlantique. C'était Koudenov qui annonçait l'Union Atlantique en 1950, le discours du président Kennedy. On croule, et puis le rôle aussi du TPN, le réseau politique transatlantique, on croule sous les informations depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et ce n'est que maintenant que, on s'étonne, c'est fatigant, bon. Jim Rickards, the financial threat and asymmetric warfare advisor for both the Pentagon and CIA. The most important message I took away from reading The Death of Money is that regardless of which flashpoint unleashes the 25-year Great Depression, folks need to understand it's coming, and coming quick. Alors vous, est-ce que vous êtes préparé à tout ça parce que vous êtes bien placé, puisque vous étudiez ça depuis des années? Vous êtes préparé? Et si oui, comment? Alors, il y a, j'allais dire, deux styles de préparation. En sachant que le système va s'écrouler. 2013, 2014, 2015, peut-être 2016, mais pas 2030. Voilà, on ne peut pas, évidemment, je répète, on ne peut pas donner de date, mais on peut se dire que c'est il y a un tic-tac assez qui se rapproche. Tout ce qu'on voit, la crise financière en Europe, tout ce qui se passe au Proche-Orient, aussi les rivalités profondes entre le Japon et la Chine, ça on n'en parle pas assez. Et puis l'exemple américain ou le système américain, quand il va s'écrouler, va être une vague qui va vraiment déstructurer le système. Bon, crise, guerre civile, guerre tout court. Alors en tant que croyant, je considère qu'il faut déjà aussi penser à l'au-delà, parce que qui dit crise dit mort, possible pour certains,
et je me dis que peut-être j'y passerai rapidement. Bon, il faut se mettre en conformité avec ce que dit Dieu, et donc essayer de pas paraître trop sale aux yeux de Dieu, donc se confesser, et puis bon. Et puis si la chose ne se produit pas tout de suite, d'un point de vue matériel, survivre, donc il faut, et ça j'encourage les auditeurs à lire les livres de Piero San Giorgio, qui a proposé des solutions pour tenir le coup, filtre à eau, des réserves alimentaires, des choses toutes bêtes pour tenir le coup. Et à titre personnel, j'ai quand même préparé quelques petits éléments pour essayer de tenir le coup. Mais bon, voilà. Concrètement, c'est partir de la ville. Une chose est sûre, c'est que les grands centres urbains, dans une crise profonde, vont être des mouroirs. Dans ce sens qu'il y aura une guerre civile, les magasins seront pillés, et donc manger et boire, c'est impossible. Donc il faudra quitter la ville, et si possible le faire avant que cette crise atteigne son paroxysme. Est-ce qu'on aura le temps de quitter, par exemple une ville comme Paris, est-ce qu'on aura le temps de la quitter, cette ville? Certains n'auront pas le temps. Piero San Giorgio, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Voilà, je suis un auteur suisse, Piero San Giorgio, et j'écris des livres sur les problématiques du monde futur, c'est-à-dire des prochaines années qui vont, à mon avis, nous amener des situations de plus en plus difficiles, tant économiques que sociales. Et donc j'essaye par mes livres d'alerter les gens et de leur expliquer comment s'en sortir dans ces scénarios. Tu peux un peu nous expliquer le principe du survivalisme, parce qu'il me semble que tu travailles beaucoup sur la question. Et d'où est venu le questionnement, la production intellectuelle que tu as fournie à ce propos-là? Alors tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le terme de survivalisme, c'est bien sûr une de ces étiquettes que l'on aime donner à des gens. C'est comme quelqu'un qui se bat pour les droits sociaux dans une entreprise, on lui dit « t'es syndicaliste ». Quelqu'un qui se prépare à des problématiques plus ou moins lourdes, plus ou moins sévères dans la vie, c'est vrai que la plupart des journalistes aiment utiliser cette étiquette de survivaliste. Ensuite, cette étiquette, souvent, elle nous ramène à des caricatures qui nous proviennent beaucoup des États-Unis, où on voit des gens qui se cachent dans des bunkers avec des armes et qui ont toute une approche peut-être parfois un peu extrême et qui nous vient de l'époque de la guerre froide, où ils craignaient la guerre thermonucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique. Moi, j'accepte cette étiquette qu'on me donne, parce que si c'est comme ça, et si c'est la règle à jouer pour être dans les médias, très bien, on doit accepter parfois des étiquettes. Simplement, moi, je ne me définis pas comme survivaliste. Moi, ce que j'essaye d'avoir, c'est une approche d'être un citoyen responsable. Et donc, en tant que citoyen responsable et multifacette, je suis également père de famille, je suis également un entrepreneur. L'approche de la survie, c'est une approche en réalité qui est à la base de l'être humain. Nous sommes, en tant qu'être biologique, amenés à réfléchir à ce que ça veut dire survivre, ne pas mourir, éviter la souffrance, rechercher peut-être le bonheur et puis éventuellement se reproduire. À la base, c'est notre activité. Alors quand on parle de problématiques économiques ou sociales, ce qui m'a amené à réfléchir là-dessus, c'est que, peut-être, bien sûr, de mon point de vue, dans mon éducation suisse et par mes voyages à travers le monde, j'ai pu constater que la réalité du monde, elle est beaucoup plus dure et plus brutale et plus difficile que ce qu'on a bien voulu nous faire croire